Ouais, bienvenue dans cette vidéo, donc la 12e d'une série de 15 sur la mécanique en terminale scientifique. Elle va porter aujourd'hui sur la trajectoire parabolique dans un champ de pesanteur uniforme. Donc ça va être un des cours, une des vidéos les plus importantes de cette série de 15. On va partir donc d'une situation d'exercice en fait. Vous avez une balle de tennis qui est frappée. La question principale, c'est est-ce que ça va passer le filet. Donc pour ça, on a des informations. Le joueur de tennis lance sa balle verticalement, voilà, au-dessus de sa tête, et la frappe avec sa raquette qui est à hauteur de 2,50 m du sol. Le joueur lui communique alors une vitesse horizontale V0 de 20 mètres par seconde. On voit que le vecteur V0 est bien à l'horizontale. La balle passera-t-elle au-dessus du filet? Donc pour répondre à tout ça, on va utiliser une méthode donc, qui va être en 8 étapes. Et donc la première étape, ça va être de bien déterminer le système, d'être bien clair avec ça. Quel système j'ai étudié? Bon là, ça a l'air évident, c'est la balle de tennis. Ensuite, quelles sont les conditions initiales qu'on a concernant cette balle? Donc les conditions initiales, ça veut dire quoi? C'est AT égale 0. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc pour ça, il faut savoir où est le référentiel. Le référentiel, il est ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir déterminer la position de la balle exactement. Donc ça va être la première information qu'on devra avoir, c'est la balle, où est-ce qu'elle est, donc la position du vecteur vitesse, du vecteur position au départ, au G0. Donc si je regarde ici, ma balle est à la verticale de l'origine ici, donc j'ai en x0, g0 en fait. Et ensuite, quelle va être la position? Donc si j'ai le vecteur k ici, je vais avoir z0 qui va être égal à la hauteur h, c'est-à-dire 2,50 m. Voilà, ça c'est la position de départ. Ensuite, quelle va être la vitesse de départ? Quelle information je vais avoir concernant la vitesse? Je vois que le vecteur V0 ici, il est horizontal complètement, ici. Donc ce qui fait que si je prends ces deux coordonnées, je vais avoir tout le vecteur qui est selon l'axe horizontal, donc V0, et qui est égal à 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Et au niveau vertical, ben, j'ai rien du tout, donc j'ai 0. Voilà en fait nos deux conditions initiales, donc le vecteur position de départ, le vecteur vitesse de départ. On en aura besoin pour plus tard. Ensuite, quel est le bilan des forces en fait? Alors, comme on a choisi le système balle, on va prendre toutes les forces qui concernent la balle, ou la balle et le receveur en fait. Donc toutes les forces où on a n'importe quelle hauteur, mais en tout cas c'est la balle qui est le receveur. Qu'est-ce qu'on va avoir en fait? On va avoir premièrement le poids. Le poids, c'est la force de la Terre sur la balle, qui, vous le savez depuis le collège, est égale, la valeur du poids c'est m fois g. Donc g étant le vecteur gravité ici, donc qui est purement vertical et n'importe où dans cette zone-là en fait. Donc on a le vecteur g, si on devait le tracer, on le tracerait plusieurs fois à l'identique, vertical, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un champ uniforme. Vecteur G de gravitation qui est identique partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre force? On pourra avoir les forces de frottement de l'air. Forces de frottement de l'air, on les note petit f, donc c'est les forces de l'air sur la balle. Voilà, mais on va considérer que les frottements de l'air sont quasiment nuls. C'est-à-dire qu'on va oublier ces frottements de l'air parce que donc, déjà ils sont très faibles de toute façon, et en plus là ils nous compliqueraient vraiment la tâche parce que autant quand la balle se déplace à l'horizontale, les frottements de l'air sont horizontaux ici, mais quand la balle va retomber, les frottements de l'air seront comme ça. Donc on a en fait un vecteur frottement qui va être variable, et puis en plus il dépend de la vitesse. Donc c'est de la forme moins kv. Donc comme la vitesse va changer, le vecteur vitesse aussi va changer, ce qui fait que ça va changer. Donc bref, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Donc, point de départ maintenant, ça va être, vu qu'on a fait le bilan en fait, on va partir sur la deuxième loi Newton. La deuxième loi Newton, on le rappelle, c'est la somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Mais ici, on n'a qu'une seule force, qui est le poids qu'on a déterminé tout à l'heure. Donc, en fait, comme somme des forces, on a juste une seule force. Donc, or, le vecteur poids, en fait, est égal à m fois g. D'accord? Et ce qui fait que finalement, au bout du compte, on a MA d'un côté est égal à MG de l'autre côté. Ensuite, on élimine la masse qui est la même des deux côtés. Donc, ce qui fait qu'on va avoir, au bout du compte, le vecteur A qui est égal, en fait, au vecteur gravitation ici, G. Donc, comme on sait qu'une accélération, c'est en mètres par seconde carré,
en fait, G aussi, il peut être exprimé en mètres par seconde carré. Même si on sait que le G, d'habitude, on le note 9,81 newtons par kilogramme, en fait, là, vous avez une équivalence. Les newtons par kilogramme, c'est aussi des mètres seconde carré. Donc le vecteur accélération, comme point de départ, donc si je reprends, c'est ça. En fait, donc du coup, je vais pouvoir le déterminer. Mon vecteur accélération, donc il va avoir deux coordonnées, ici, voilà. Comme il est purement vertical, je sais que selon x, je vais avoir 0, et selon y, qu'est-ce que je vais avoir? Vu que mon axe y plus z, là, il est vertical vers le haut, g est en descendant, donc il va être négatif. Et surtout, comme j'ai tout le vecteur qui est vertical, je vais avoir la totalité de la norme du vecteur qui va être ici. Donc en fait, ce vecteur accélération, maintenant si je suis en valeur, j'aurai 0 et moins 9,81. Et il va être constant, ça va être le même tout le temps. On voit qu'il ne dépend pas du temps. Le t n'est pas là, donc ça veut dire que c'est un vecteur accélération qui va être constant. Comme g justement, puisque j'ai vu que le vecteur accélération, c'est égal au vecteur g qui est constant partout dans la zone où on est. Maintenant, on va pouvoir remonter au vecteur vitesse. Pourquoi je dis remonter? Parce qu'on sait que on avait vu précédemment que le vecteur position, lorsque je dérive, ça me donne le vecteur vitesse, et quand je le dérive, ça me donne le vecteur accélération. Maintenant, on est parti du vecteur accélération, on va remonter au vecteur vitesse par la primitive, c'est-à-dire l'inverse de la dérivée. Et donc, il y aura des constantes d'intégration qui vont intervenir. Donc, si je reprends le vecteur accélération 0 moins g, en fait, qu'est-ce que je vais trouver comme vecteur vitesse, sachant que si jamais je dérive le vecteur vitesse, je retombe là-dessus. Donc comme on a une constante ici, on a 0 carrément, qu'est-ce que je dérive ici pour trouver 0? Eh bien c'est une constante, je vais la noter, c'est 1. Ensuite, j'ai moins g qui est une constante ici, qu'est-ce que je vais prendre ici à dériver pour me retrouver moins g? En fait, je vais avoir moins g fois t, en fait ça c'est une constante qui est devant le t, quand je dérive ça, ça va me donner la constante toute seule. Et une constante C2 parce que j'ai rien à côté, et puis quand je dérive une constante, ça me fait plus 0. Le problème, c'est quelles sont les constantes C1 et C2? Qu'est-ce que j'ai comme constante? C'est là qu'on va faire intervenir les conditions initiales. À t égale 0. Qu'est-ce que j'avais vu à t égale 0? J'avais vu V0 est égal à la valeur V0 et 0 ici. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si j'applique t égale 0 ici pour ce vecteur général là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C1, ensuite j'ai t égale 0, donc tout ça, ça s'élimine ici, et j'obtiens plus que C2. Et du coup, au bout du compte, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir C2 qui vaut V0, et c'est dans C1 qui vaut V0, et C2 qui vaut 0 tout court. Donc du coup, si je réécris maintenant mon vecteur vitesse en entier avec les bonnes valeurs, les bonnes constantes, ici, donc C1, c'est V0. Voilà, je remplace. Et là, j'ai moins GT, donc je le garde. Et plus 0 ici, parce que C2 vaut 0, du coup, je ne vais rien écrire. Et donc, mon vecteur vitesse, voilà, il a cette valeur-là. V0 en horizontal et moins GT en vertical. Voilà, j'ai trouvé mon vecteur vitesse. Maintenant, je vais pouvoir remonter une deuxième fois pour trouver mon vecteur position. Comment je fais? Je retrouve la primitive de mon vecteur vitesse. Et donc, pour rappel, mon vecteur vitesse, c'était V0 moins GT. Et maintenant, qu'est-ce que je vais trouver ici? Là, en vecteur position, qui, lorsque je dérive, va me redonner ça. Vu que là, j'ai une constante, ça veut dire que je vais prendre la constante fois t, plus une autre constante C3, parce que là, cette constante C3, quand je la dérive, j'ai plus rien, j'ai 0. Et là, j'ai moins GT. Alors, qu'est-ce que je vais dériver pour trouver moins GT? En fait, pour trouver t, je rappelle ici, pour trouver t une fois que j'ai dérivé, en fait, il faut prendre t carré. Sauf que quand je prends t carré, j'ai un 2 qui doit aller devant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dois partir de t carré. Ensuite, le moins g va rester, c'est constante. Mais sauf que comme j'ai un 2 qui traîne que je n'ai pas ici, ça veut dire que je dois rajouter un moins 1,5 qui va annuler le petit 2. Ensuite, vu que j'avais rien d'autre, si j'avais rien d'autre, j'ai une constante qui, lorsque je la dérive, va me donner 0, c'est-à-dire rien d'autre. Toujours pareil, comment je vais trouver les deux constantes C3, C4? C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir une infinité de possibilités. C3, ça peut aller de moins l'infini à plus l'infini, mais j'en ai qu'une seule qui est bonne, qui va me dire que la trajectoire, elle part de ce point-là, et en fait, la trajectoire, c'est celle-ci.
Parce que je pourrais très bien avoir une trajectoire identique, mais qui part d'un autre point, qui part ailleurs, qui part de là. Donc par contre, j'en ai qu'une qui est bonne, c'est celle qui part d'ici. Et donc c'est pour ça que faut que je prenne à t égale 0. Je vais reprendre O0, condition initiale, j'avais trouvé que c'était en fait 0 et la hauteur h ici. Et lorsque j'applique t égale 0 ici, bah, tout ça, ça s'enlève, ça s'enlève aussi. Il ne me reste plus que C3 et C4. Donc finalement, le C3, combien il vaut? 0. Et le C4, combien il vaut? Eh ben, il vaut H. Et du coup, je peux réécrire mon vecteur position, en fait, OG, qui vaut, alors, V0, ça reste, plus 0, donc je n'écris rien. Et ensuite, moins 1 demi de GT carré, plus C4, et mon C4, il vaut H. Voilà. Et finalement, voilà mon vecteur position à n'importe quel moment. Et si je regarde bien, voilà, c'est ce que j'ai. X de t égale V0, et là, Z de t est égal à moins 1,5 de GT plus H. Donc là, c'est X, là, c'est Z, en fonction du temps. Donc, j'ai bien répondu à ma question petit b. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, on va voir ce que c'est. L'équation de la trajectoire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'équation Y égale f de x, ou en l'occurrence ici, Z égale f de x. Donc, je peux corriger, voilà, Z égale f de x. C'est-à-dire que là, le temps n'intervient plus. Il faut que j'efface T des équations ici. Comment je vais faire? J'ai deux équations. J'en ai une que je vais appeler 1 et l'autre que je vais appeler 2. La première équation fait que je vais pouvoir déterminer T en fonction de x. C'est x sur V0. J'avais fois V0, je croise avec divisé par V0. Maintenant, le T que j'ai ici, j'ai remplacé par x sur V0, je vais pouvoir l'installer dans la deuxième équation. Donc ma deuxième équation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir Z est égal à moins 1,5 de G. Alors, c'est normalement T carré, donc ça devient X carré sur V0 carré, plus H. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Je n'ai plus le temps. Donc ici, je n'ai plus Z en fonction du temps, mais j'ai Z en fonction de X. Donc c'est pour ça, j'ai Z en fonction de X maintenant. Et donc, du coup, c'est l'équation de ma trajectoire. Voilà. Et je peux remarquer qu'elle est de quelle forme? Elle est la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire la forme d'une parabole. Pourquoi? J'ai bien ici une constante ici, bon, a qui équivaut à moins 1,5 de g sur v0 carré. Donc là, j'ai x carré ici. Donc cette partie-là, b fois x, je ne l'ai pas parce que j'ai b égale 0 dans ce cas-là. Et j'ai h qui est la constante petit c. Donc on a bien affaire à une équation de parabole. C'est pour ça qu'on parle de trajectoire parabolique. Maintenant, on me demande si la balle passera au-dessus du filet quand d égale 12. Donc en fait, on a 12 mètres ici. Et donc, on veut savoir si la balle passera au-dessus du filet ici. Donc c'est là que je vais utiliser ma trajectoire en fait. Donc ma trajectoire z de x, l'équation de ma trajectoire en tout cas, c'est moins demi de g x carré sur v0 carré plus h. Et sauf que cette fois-ci, je me mets dans la situation où x égale 12, puisque je pars de 0, j'ai 12 ici, donc j'ai x égale 12. Donc du coup, j'ai plus qu'à remplacer, en fait, pour x égale 12, donc ça va avoir z de 12, ça va faire moins 1,5 de 9,81. Ici en dessous, je vais avoir les 20 mètres par seconde au carré. Ensuite, le x carré, en fait, c'est 12 au carré, voilà, plus les 2,50 mètres. Lorsqu'on prend la calculatrice, on trouve que ça fait 0,73 mètres. Et on est en dessous des 0,90 mètres de la hauteur du filet. Donc ça veut dire que la balle ne passe pas le filet. La balle ne passe pas le filet. Maintenant, on a vu la méthode complète, donc on va la résumer. Donc la méthode, elle utilise 8 étapes, et la première étape, c'est quel système on utilise. Ça va être bien clair avec ça. Qu'est-ce que je regarde? Quel objet je vais étudier? Ensuite, quelles sont ces conditions initiales qui vont permettre d'avoir les constantes? Ensuite, le bilan des forces. Toutes les forces qui s'exercent sur mon système. Ensuite, le vrai point de départ, ça va être la deuxième loi de Newton. Somme des forces égale m fois l'accélération. Du coup, on obtient le vecteur accélération. Par primitive, on trouve le vecteur vitesse. Par primitive, on trouve le vecteur position. Et enfin, à la fin, on peut trouver l'équation de la trajectoire, donc où on n'a plus le temps qui intervient. En fait, ici, on a tout qui intervient en fonction du temps, donc ce qu'on appelle les équations horaires.
Voilà. Et là, c'est l'équation de la trajectoire, donc qui est non horaire, puisqu'il n'y a pas le temps qui a terminé. Voilà, donc retenez bien ces 8 étapes et faites-les bien dans le bon ordre. C'est le meilleur moyen d'y arriver et de rien oublier. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.